Supposons que tu aies besoin de 2500 € par mois pour vivre. La question c'est combien de patrimoine tu as besoin pour pouvoir retirer donc 2500 € par mois sans risquer la banqueroute. Et pour répondre à cette question, il y a une règle très simple, une règle très connue des investisseurs, la règle des 4%. Cette règle, on la retrouve par exemple partout quand on lit des forums sur le mouvement FIRE, comme ici, sur cette page où on nous dit que voilà, la règle des 4% constitue le pilier du calcul. Et donc votre capital doit représenter à peu près 25 fois votre revenu annuel dont vous avez besoin. Et donc là, par exemple, sur ce poste d'un investisseur immobilier depuis 2013, je le connais pas, mais Sylvain Bacci-Lieri, eh bien, on nous dit que voilà, si vous avez besoin de 2500 € par mois pour vivre, eh bien, il vous faudrait 750 000 € de patrimoine. Eh bien, on va voir dans cette vidéo que ce n'est pas du tout si simple, parce que dans cette vidéo, je vais tout simplement prendre un patrimoine de 1 million d'euros et on va voir avec cette règle des 4%, combien on pourrait retirer. Je vais faire des simulations, je vais donc aller dans le détail. On va prendre des vrais paramètres concrets de la vie réelle avec la flat tax, l'inflation. Et je vais essayer aussi de vous donner quel type de portefeuille se prête mieux à faire ça que d'autres. Parce que par exemple, si vous prenez un portefeuille full Bitcoin, tu te doutes bien que ça va être compliqué. Mais avant de commencer, je me présente rapidement. Moi, je suis Maxence, ingénieur et investisseur depuis maintenant 2 ans. Et sur cette chaîne, ce que je fais, c'est dès que je me pose une question en finance, le premier réflexe que j'ai envie de faire, c'est tout simplement d'aller chercher la donnée pour le confronter un petit peu aux opinions et à ce qu'on peut lire un petit peu sur les réseaux. Donc j'essaie de faire du contenu factuel basé soit sur des analyses de données, soit sur mes retours d'expérience. Et donc si la thématique de cette chaîne t'intéresse, je t'invite tout simplement à mettre un like sur cette vidéo et à t'abonner. Bon, du coup, juste un petit peu de contexte en fait sur cette règle des 4%, elle ne sort pas de nulle part. En fait, on la doit à un conseiller financier à la retraite maintenant, William Benjen, qui a été le premier à formuler en fait cette règle des 4%. Il a fait des études empiriques en se basant sur le pire des scénarios et il a regardé si on retirait 4% tous les ans de notre portefeuille, est-ce qu'on risquait la banqueroute, est-ce que c'était viable sur le long terme. Et d'après ces études, ce serait à peu près possible. Donc c'est ce qu'on va vérifier tout de suite dans les données, puisque c'est ce que je vais faire tout de suite dans cette vidéo. Donc je me suis mis au pire des moments en fait. Je me suis mis juste avant la crise des années 2000, la crise de la bulle internet, et j'ai mis 1 million d'euros. Et on va retirer 4% tous les ans. En fait, pourquoi c'est intéressant de se placer à cette période-là? Ça répond un petit peu à la question des gens qui auraient un patrimoine de 1 million d'euros et qui se diraient « Ouais, mais si demain il y a le crack ». Là, en fait, on se passe vraiment dans un scénario un petit peu très sévère, puisqu'en fait, on va vivre la crise de 2001 et puis 8 ans après, il y aura la crise des subprimes. Donc franchement, si la règle des 4% est validée là, il y a de fortes chances quand même qu'elle reste valide pour toi quand tu auras donc ton patrimoine plus tard et que tu voudras retirer tes 4% potentiellement. Et donc la seule chose que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai pris le Standard & Poor's 500 et j'ai mis 1 million d'euros dessus et on va voir si le Standard & Poor's 500, qui est un indice large et diversifié, résiste bien à des retraits annuels de 4%, si on peut compter donc sur cette règle avec le Standard & Poor's 500. Donc en vert, tu as la courbe naturelle, c'est-à-dire que tu prends le Standard & Poor's 500, je ne l'ai pas dit, mais j'ai mis 2% d'inflation pour être vraiment collé au réel, faire comme si c'était vraiment notre portefeuille et qu'on voulait partir à la retraite. Et donc, comme tu peux le voir, il y a la crise de 2001, la crise de 2008, et puis après on monte, on voit que la courbe verte fait donc 5 millions d'euros, fait donc x5 tout simplement. Et la courbe en rouge, c'est quand on retire 4% tous les ans. Et on voit que, effectivement, ça a l'air de tenir, puisque de 1 million, on finit quand même à 1,7 million net d'inflation, encore une fois, j'ai pris de l'inflation en compte. Et on voit qu'on a quand même morflé sur les crises, avec un plus bas atteint vers ici, donc en 2008, à peu près 2009, avec un portefeuille qui descend sous les 350 000 $, donc qui a été quasiment divisé par 3. Et ça aura un impact énorme, parce que sur les 4%, c'est 4% sur le moment de ton portefeuille. Et donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est ce que j'ai fait en fait. Je te montre ici les retraits avec la même courbe du Standard & Poor's 500 avec les 4% de retrait et l'inflation ajustée. Et là, en fait, tu as la courbe des retraits. Ici, les points, c'est tous les ans, tu retires. Et donc, tu vois qu'au début, tu peux retirer brut, on va dire, avant la flat tax, quelque chose comme 3 000 € par mois, tu es proche des 40 000. Et puis après la flat tax, j'ai pris une flat tax à 30%. Certains vont me dire que la flat tax, c'est 31,4% maintenant. Mais en réalité, la flat tax, c'est pas si simple. Je vais faire une petite parenthèse sur la flat tax. Je vais te donner un exemple très concret pour te montrer qu'ici, dans ce cas-là, on est plus proche des 30% que des 31,4%. Pourquoi? Parce qu'en fait, la flat tax se calcule sur les plus-values. Donc, c'est pas si simple. Par exemple, si tu as mis 100 000 € et qu'au bout d'un an, tu as 110 000 €, tu es d'accord? Tu as fait 10% de plus-value. On est d'accord. Demain, tu retires 1 000 €. Tu vas pas payer 314 € de flat tax. Non, tu vas retirer que 31,4 € de flat tax. Et oui, parce qu'en fait, les 31,4% se mettent sur les bénéfices. Donc, si tu retires 1 000 €, on considère que tu as fait
100 € de bénéfices, puisque c'est 10%, vu que tu as fait au total 10% de bénéfices. Et donc, bah voilà, les barres en bleu, c'est approximativement la réalité, hein. On doit être à même pas 10% d'écart. Et on voit que bah là, en fait, avec le Standard & Poor's 500, le vrai problème, c'est la volatilité. Et donc, dans la crise de 2008, tu te retrouves à pouvoir retirer un SMIC. Alors là, hein, si on se remémore un petit peu le post que je t'ai montré, 2500 € par mois de train de vie, j'ai besoin que de 750 000 €, il y a une réalité qui est complètement différente. Alors le problème en fait avec ici, c'est qu'on a beaucoup trop de volatilité et il y a une solution. Il y a une solution, ne t'inquiète pas, je vais te la donner, c'est le portefeuille de Brown. Alors il n'y a pas qu'une seule solution, il y a peut-être même des meilleures solutions que ce que je vais te présenter là, mais l'idée c'est de prendre un portefeuille qui résiste assez bien aux crises et qui prend un peu de croissance, mais qui n'est pas trop volatile. Alors pour ça, il y a le portefeuille de Brown. Et donc le portefeuille, ben voilà, le portefeuille permanent de Harry Brown, ça se consiste en 4 actifs. Donc tu vas avoir toujours 25% en actions, donc on va rester sur le Standard & Poor's 500, tu vois, un ETF large et diversifié. On va mettre 25% en or, on va mettre 25% en obligations court terme, et on va mettre 25% en obligations long terme. C'est ce que tu peux voir ici. Et je te propose de refaire cette analyse mais avec le portefeuille de Brown pour voir si on peut plus se baser sur ça que sur le Standard & Poor's 500. Et si réellement cette règle des 4%, elle est vraiment valide, est-ce qu'on peut vraiment l'appliquer dans un cas réel? Alors comme j'avais pas les données pour remonter en 2000, parce qu'avec les obligations de court terme, j'avais que les données juste avant 2008, c'est quand même bien parce qu'on est juste avant 2008 pour se manger la crise. Et donc je te compare ça tout simplement avec le Standard & Poor's 500 et les 4% de retrait, hein, ce qu'on a vu juste avant, et le portefeuille de Brown. Et donc le portefeuille de Brown qui est là en rouge, tu vois qu'il est beaucoup plus stable. Certes, sur le long terme, effectivement, c'est le Standard & Poor's 500 qui l'emporte, mais attention, là, tu n'es plus dans une phase de capitalisation et d'accumulation du capital. Tu es dans une phase où tu as envie de profiter de ton capital. Ça y est, tu es à la retraite et maintenant, tu as construit ton capital et tu veux vivre de ton capital. Eh bien, avec le portefeuille de Brown, on voit qu'on résiste formidablement bien à la crise de 2008, qu'effectivement, sur le long terme, on capitalise beaucoup moins qu'avec le Standard & Poor's 500, mais quand même qu'on a une certaine stabilité par rapport au Standard & Poor's 500. Donc la question c'est maintenant, est-ce que si on avait retiré 4%, hein, donc c'est bien la courbe en rouge là, c'est avec les 4% de retrait, eh bien on n'a pas besoin de se retirer qu'un SMIC parce que on a la crise de 2008 par exemple, comme avec le Standard & Poor's 500. Donc j'ai refait exactement la même méthode hein, avec le portefeuille de Brown. Et là, effectivement, comme tu peux le voir ici, si on prend en compte la flat tax, on est aux alentours des 30 000 et donc des 2500 € par mois pour vivre. On est quand même bien au-dessus des 750 000 € promis pour juste retirer 2500 € par mois. Mais donc voilà, avec 1 million, effectivement, avec 1 million d'euros, tu pourrais te retirer 2500 € par mois. Si tu es en France avec la flat tax, et peut-être plus si tu n'es pas en France et que tu n'as pas de flat tax, hein, tu serais plus aux alentours des 40 000 comme tu peux le voir, hein, donc des plus de 3 000 € par mois. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chose, peut-être que là tu te dis oui, mais justement l'avantage d'avoir des actifs financiers comme des ETF Standard & Poor's 500, etc., c'est de pouvoir déménager. C'est-à-dire que c'est pas comme l'immobilier où tu es obligé de revendre et puis après c'est compliqué. Là, tu vas là où tu veux, tu t'en vas et puis c'est nickel, tu n'as pas à payer la flat tax. Mais tu sais sous-estimer l'innovation du fisc, hein, parce qu'en France, et je pense que aussi c'est le cas dans d'autres pays, mais en tout cas en France, il y a l'exit tax. Et donc l'exit tax, c'est à peu près à 800 000 € de patrimoine pour nous. Donc là, si avec 1 million, tu serais dans l'obligation de payer la l'exit tax, et en faisant un petit peu mes recherches, ce serait aux alentours de 200 000 €. Donc tu vois, de 1 million, tu passerais à 1 million, tu passerais à 800 000 €. Alors après, si c'est clair que tu vas vivre par exemple en Thaïlande ou dans un pays où ça coûte beaucoup moins cher, tu retireras peut-être un peu moins que 2500 €, mais tu vas gagner en qualité de vie. C'est juste pour te dire qu'effectivement, c'est pas si simple, hein. Tu peux pas partir comme ça avec 1 million et juste te barrer dans un pays où tu n'auras pas l'exit tax, tu n'auras pas la flat tax. Et non, tu auras l'exit tax. Donc après, c'est là où je vais enchaîner sur une troisième partie, c'est que potentiellement, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur les CGP pour dire qu'il y avait des solutions simples pour se constituer un patrimoine qui les embêtait avec les ETF. Mais j'ai aussi dit dans cette vidéo que si tu avais un patrimoine conséquent, par exemple ici 1 million d'euros, là ça vaut le coup d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine. Typiquement, tu peux optimiser l'exit tax, potentiellement ne pas la payer. Moi, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine, donc je ne pourrais pas te dire comment. Ça va dépendre de ta situation, bien évidemment. Mais c'est là que ça peut être intéressant, à ce moment de vouloir partir à la retraite, d'aller consulter un conseiller en gestion de patrimoine. Mais en tout cas, voilà, si je retourne sur l'analyse de base, on voit qu'effectivement, pour se constituer un patrimoine, pour vraiment capitaliser un patrimoine, le Standard & Poor's 500, c'est un ETF qui est très efficace pour ça. Par contre, quand on voudra partir à la retraite, il va falloir pivoter. C'est-à-dire qu'on va devoir changer de portefeuille et plus aller sur un portefeuille qui a moins de rendement mais qui est moins volatile,
plutôt qu'un portefeuille qui explose tout sur le long terme et qui peut te laisser une année à retirer 4% de rien du tout. Et c'est ça aussi le piège, hein. C'est-à-dire que si on veut par exemple mettre du Bitcoin, du Nasdaq 100, etc., super, tu vas pouvoir capitaliser bien sur 25-30 ans, mais au moment où tu vas vouloir partir à la retraite, il va falloir considérer d'autres stratégies moins rentables sur le long terme, mais moins volatiles. C'est surtout ça qui sera important. J'espère que là, au moins, tu as pu voir un cas concret. Si je te remonte le problème du Standard & Poor's 500, ici, par exemple, post-2008, avec la crise des subprimes, tu te retrouves à vivre avec un SMIC, alors que si tu es avec le portefeuille de Brand, effectivement, tu capitalises beaucoup moins, mais juste après le 2008, tu es à 30 000, tu es à 2500 euros. Donc, tu es 2 fois plus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à poser un like et à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Et on se dit à la prochaine.